Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Paf. Bonjour chers amis, c'est Patrick de Carvalho et on est sur le podcast Je ne perds jamais. Et aujourd'hui, je reçois un jeune entrepreneur qui a un parcours extrêmement, je dirais, de haut niveau, à la fois au niveau de ses études, au niveau de son parcours professionnel. Il va nous raconter tout ça. C'est Jean de Rondeaudre. Bonjour Jean. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Écoute, je suis enchanté de te retrouver ici parce que en plus ça me fait plaisir parce que tu as un parcours qui est à la fois super académique. Tu vas te présenter, tu vas nous raconter ça. Et puis en fait entre guillemets, t'as presque tout envoyé bouler. Puis hop, t'as basculé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Ouais, tout à fait. Donc, je m'appelle Jean, je vous apprends rien. Je suis toulonnais, j'ai grandi dans une famille de 9 enfants, Ouais, deuxième de la fratrie. yes, Euh, donc, moi, j'ai grandi à Toulon, j'ai fait une partie de ma scolarité dans la Drôme en pension à Saint-Bonnet-de-Lyon, d'accord. petit lycée dans la Drôme. Puis j'ai fait une prépa à Lyon et je suis allé faire mes études à Paris en école de commerce. Ah Euh, oui, t'as bougé. Exactement, lente ascension vers le nord. À ce moment-là, je me suis très vite épris pour le monde de l'entrepreneuriat, de la tech, des startups via D'accord. diverses expériences en ventures capital chez Kerala notamment, en startup, et puis un petit passage à l'école 42. Et puis à la fin de mes études, après un an en alternance à la SNCF dans le cadre d'un master de recherche à Polytechnique, je suis allé faire du D'accord. conseil en stratégie et j'ai fait ça un peu moins de 3 ans chez McKinsey avant Yes. de lancer Collective il y a un peu plus d'un an et demi. Donc ça, c'est D'accord. une ligne académico-professionnelle. Puis j'ai aussi été dans la réserve de l'armée française pendant 3 ans pour un régiment de Spahis à Valence. Voilà en gros, hein. Ouais, j'avais prévenu en intro. Vous avez vous avez entendu, vous avez entendu. On est sur sur des trucs un peu top niveau là. Hein, on est sur du Polytechnique, du McKinsey. Donc, alors d'ailleurs, ça va m'amener aux prochaines questions. Mais on est sur des métiers. Tu as parlé de Kerala. C'est un fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement Kerala. Il y a un fonds d'investissement qui investit donc dans les startups, les jeunes pousses D'accord. au stade seed, donc de premier tour de table. Et c'est par exemple l'investisseur Doctolib, euh, D'accord. de Ok. Malte et d'une petite quinzaine de boîtes qui ont plutôt très bien marché dans l'ensemble. Ouais, donc toi, on peut dire, ouais, bah, chez McKinsey, j'imagine que tu étais salarié, donc salarié McKinsey, cabinet de conseil stratégique au haut niveau. Après, hop, de l'autre côté de la barrière, côté investisseur VC, tu vois passer des startups, des bidules et tout, puis hop, tu finis par monter la tienne. Exactement. Bon, bah, écoute, c'est vraiment, écoute, bravo pour ce parcours. Et alors, tu disais, comment ça t'est venu, ça, ce côté, je dirais, entrepreneuriat? Tu as dit, voilà, les trucs de la tech me plaisaient, etc. T'as fait comment? T'as découvert ça par le net ou sur Internet? Comment t'es passé là-dessus? Je pense qu'effectivement, c'est vraiment à l'école, en rencontrant des entrepreneurs, en travaillant en start-up chez SkillUp, en travaillant en fonds d'investissement chez Kerala, que j'ai confirmé cette intention de vouloir créer ma propre boîte. Et je dirais que le goût de l'entrepreneuriat, il m'est venu encore plus jeune.
J'ai joué beaucoup d'orgue, de piano, et, D'accord. et quand mes amis faisaient des babysitting ou pour gagner un peu d'argent, moi j'avais créé un petit business où j'allais jouer de l'orgue au mariage de personnes. J'ai dû faire comme ça peut-être 80 mariages, et je gagnais mon petit argent de poche comme ça. Ouais. Et j'avais vraiment le goût de voilà, professionnaliser mon business, chercher un peu des clients, réajuster un petit peu mon offre, changer un peu les prix. Donc c'est anecdotique, mais c'est un peu ma. Ouais, ouais, mais non, mais ça, tout à fait, ça démontre déjà voilà, une volonté, une capacité à se dire, allez hop, tiens, autonomie, liberté, indépendance, je vais faire mes petits business, c'est bien. Ouais, d'accord. J'ai vraiment confirmé ça en bossant en startup et en ventures capital. Yes, Et puis à la fin de mes études, j'ai recontacté Kerala, justement, Marc Laurent, qui était un peu mon mentor chez Kerala, en lui d'accord. disant que j'avais vraiment l'intention d'entreprendre, et en lui demandant si c'était une bonne chose à faire en sortant d'école. Puis il m'a recommandé, je me rappelle à l'époque, de goûter un peu plus aux joies du salariat, soit en allant faire du conseil en strat, soit en allant travailler un peu en start-up. Te frotter un peu plus au monde professionnel, quoi. Exactement, exactement. Et du coup, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je suis allé faire un peu de strategy consulting chez McKinsey, et pour un temps donné, hein, parce que c'était bien là l'intention. Et, D'accord. au bout de 2 ans et demi, j'ai quitté pour monter Collective. Alors, dis-moi, justement, ça, je rebondis, hein, on est éparpillé, on s'en fiche, on est entre amis ici sur ce podcast. Je rebondis sur ce que tu dis. McKinsey, on est quand même sur, là, ici, du conseil stratégique de très haut niveau. Est-ce que c'est pas super éloigné finalement du côté start-up, entrepreneur, etc. Là, j'imagine que tu intervenais sur des dossiers de grosses sociétés à l'international, ou ce genre de choses. Ça t'a servi? Ça t'a été utile ensuite quand tu as voulu basculer sur la start-up, sur l'entrepreneuriat? Alors, c'est effectivement assez éloigné en termes de problématiques, mais à la fin, c'est des gens qui ont besoin de vendre plus cher. Euh, Mhm. et oui, j'ai touché à du prêt-à-porter, j'ai travaillé pour un géant de l'industrie pharmaceutique, pour une boîte de BTP, de la banque, du parapétrolier, du retail, du luxe, du food service. Ouais, c'est une très grosse structure, quoi. Ouais. Mais les problématiques sont toujours un peu les mêmes, hein. Il faut faire plus de business. Yes. Euh, Mm. et Sauf que c'est à l'échelle, en fait, c'est à l'échelle énorme. Exactement. Ce Et qui est bien d'ailleurs, Jean, parce que ça te donne envie d'avoir des échelles de ce type-là autour de ta nouvelle entreprise. exactement. Voilà. D'accord. Ouais, c'est tout à fait. Ouais, parce que effectivement, on se dit voilà, bon, quand t'étais dans le fond, là, bon, t'analysais des dossiers de start-up, etc. Donc là, bon, ok, pas de problème, t'étais dans cet univers de la start-up. Mais c'est vrai qu'après, on peut se dire, tiens, moi, est-ce qu'il n'y a pas un super grand écart? Mais après, c'est une question de méthodologie. Je pense que d'un point de vue méthodologie, process, capacité de travail, c'est juste l'école de la pro, quoi. Ah, Donc ça a été. c'est l'école de guerre, ouais, carrément. Tu bossais beaucoup, selon la légende là. Ouais, on bosse beaucoup, on bosse vraiment comme des oufs là chez McKinsey. Honnêtement, on bosse beaucoup, c'est assez soutenu, mais c'est super intéressant parce que c'est des missions qui sont assez courtes, hein, généralement entre 6 et 8, 10 semaines. Et on touche à des sujets hyper variés pour des industries hyper variées. Comme je disais, hein, on peut passer d'une mission pour le gouvernement à une mission pour une ONG, en passant par un géant de l'industrie parapétrolière. Donc, on voit vraiment plein de Ouais, problèmes. tu switches pam 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 sur plein de. Et, Ouais. et à En super, plus, tu- en plus, Jean, tu dois côtoyer bah, les fameux seniors, et donc tu dois avoir des brutasses voilà, du conseil, de la stratégie, etc. Donc ça aussi, j'imagine, que c'est des apprentissages juste incroyables. Moi, enfin, je suis pas passé par cette case-là, évidemment, mais si j'avais été dans cette case-là, je pense que j'aurais été un petit chiot qui court partout sur le tapis, quoi. C'est-à-dire que t'es là, t'as envie d'apprendre des meilleurs, t'es avec des gens qui ont des backgrounds et des expertises de très haut niveau, quoi. Ouais, ouais, non, c'est évidemment une très bonne école, carrément. Bon, ok, nickel. Alors, t'es passé un peu vite, mais on va revenir dessus. Donc maintenant, là, rappelle-moi ton âge. Tu nous as pas dit. Si, Mon âge, tu nous as dit mon âge, j'ai 28 ans. 28 ans.
jeune entrepreneur, donc 28 ans, là tu viens de monter donc collective. Hein, collective. Alors collective.work, on le dit le point .work ou c'est collectif tout court? On dit souvent plus collective. Ok, donc collective. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail ce qu'est collective? Ouais, alors collective est partie d'un premier constat qu'ont fait beaucoup d'autres par ailleurs, hein, c'est que le travail indépendant a explosé au cours des 10 dernières années et que c'est une tendance qui va se poursuivre dans les années à venir. Mais ça, on le sait tous, plus ou moins déjà. La tendance qui est nouvelle et la tendance qu'on confirme quotidiennement depuis le début du projet, c'est la tendance des indépendants, des freelances, à se réunir en équipe, à mettre en commun leur réseau, leurs compétences, leur méthodologie de travail, dans le but de se positionner sur des projets plus larges, plus ambitieux, à plus forte valeur ajoutée, tout en tirant profit de complémentarité et en travaillant dans un environnement de travail qui est plus enthousiasmant, parce qu'à plusieurs. Et c'est un peu dans ce contexte de marché que se crée énormément de collectifs de freelance, de squads, de communautés. Le fameux mot squad, oui, tout à fait. Oui, Ouais. exactement. Et puis aux États-Unis, on entend plutôt même parler de teams, de flash teams, de liquid teams, de réseaux de communautés d'indépendants, etc. Et le dénominateur commun de tout ça est toujours le même, hein. Plus que jamais, les indépendants ont à cœur de collaborer et travailler en équipe. Et en Yes. fait, en participant à l'essor de cette forme d'organisation du travail, il crée une forme qui est très vertueuse pour les indépendants, parce elle permet de coupler la liberté du freelance avec la sécurité de l'équipe. Et en miroir, c'est une forme qui est très vertueuse pour l'entreprise parce que assez compétitive, experte aussi par combinaison de savoir-faire très spécifique, très flexible, transparente et très humaine. Tant et si bien qu'on a une conviction forte, c'est que le collectif d'indépendants, à supposer qu'il soit bien professionnalisé, bien outillé et bien structuré, bah c'est l'entreprise de service de demain. Et, Bien sûr. et c'est là qu'est notre mission chez Collective. Nous, Conviction, ça. Hein, c'est ta conviction profonde, là, maintenant? conviction forte, c'est que nous, on crée l'infrastructure qui permet à n'importe quel indépendant de n'importe quel corps de métier, dans n'importe quelle géographie, de D'accord. rejoindre ou former un ou plusieurs collectifs. C'est ça. Par le biais de notre infrastructure, le collectif peut s'organiser autour d'un devis commun. Ça. Créer une équipe pour répondre à un besoin d'un client. Exactement. Et puis surtout, gérer une facturation commune, gérer un paiement unique côté client, D'accord. répartition entre les membres, gérer une offre commune avec page vitrine, case studies, manifeste, etc. Gérer une gouvernance commune aussi, possibilité de coopter un membre, de pricer une mission. Je sais pas, je veux changer le nom du collectif, je peux soumettre ça à la décision collégiale du collectif. Et puis on a adossé effectivement cette infrastructure SaaS à une marketplace permettant donc à des milliers de collectifs de recevoir quotidiennement des missions. Et Des offres, faire se rencontrer l'offre et la demande, quoi. exactement. Et permettre à des clients d'externaliser des projets entiers. Mais notre vision, elle va vraiment plus loin que ça. On veut vraiment créer l'entreprise as a service de millions de collectifs qu'ils utilisent aussi sur leurs propres projets. Donc c'est vraiment ça notre vision. Alors, il y a plein de sujets sur lesquels on va rebondir. J'essaye Jean et moi, on évolue dans cet univers de la tech, du web, du digital, donc beaucoup de mots d'anglicisme, etc. Pour vulgariser un peu et ouvrir le débat à toutes les formes, tous les types d'entrepreneurs. Jean a évoqué la notion de SaaS. SaaS, je rappelle, software as a service. Donc c'est vraiment de la prestation logicielle, c'est du logiciel qui est en fait à l'usage, en location mensuelle, annuelle. Ça c'est cette notion de SaaS. La marketplace, c'est une place de marché, hein, clairement, place de marché, marketplace, c'est l'offre et la demande se rencontrent. Donc j'imagine que voilà, collective, il y a des clients qui ont des besoins, qui viennent déposer leurs besoins sur la place de marché en question collective, et puis donc des collectifs, hein, c'est pas des freelances tout seuls, mais des collectifs, des équipes de freelance qui recherchent les prestations à délivrer, et ils se positionnent et disent ok, nous on sait faire, on peut faire telle prestation. Hein, donc on est sur cette notion-là jusque-là. Alors Jean, en fait, moi ce qui me fait très très saillir, c'est que je me dis mais waouh, en fait Jean, t'es un spécialiste du grand écart. C'est juste incroyable parce que t'es quand même sur
formation, éducation, diplôme, tu vois, salarié sur des boîtes McKinsey, bidule et tout. Et puis, en fait, tu bascules sur un truc qui est l'opposé, qui est le freelance tout seul, mais tout seul avec toi maintenant. Mais tu vois ce que je veux dire en matière de, tu vois, le marché du travail, le type de statut, etc. C'est du conseil sur des boîtes grands comptes internationales, etc. Puis et là, tu fais un truc qui n'est pas un truc que toi tu as vécu. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu n'as pas été freelance ni rien, etc. Si, Mais, j'étais freelance. J'ai quand même été freelance. J'ai ah ouais, fait d'accord. un petit moment freelance au tout début de Crème de la Crème après mon passage avec Ah, 42. d'accord. Mais, Ok. mais en fait, justement, l'idée de collective, mais pour partie venue, au moment où je quittais McKinsey, je me suis dit, ok, D'accord. je vois que le freelancing a un vrai avenir. C'est une Comment possibilité. Ouais. à des freelances de faire des projets aussi larges, aussi ambitieux que ce qu'on fait chez McKinsey, quoi. Et l'élément de réponse, un peu évident au début, c'était bah peut-être qu'il faut que les gens se regroupent, peut-être qu'il faut que les gens se serrent les coudes, chassent en meute, se partagent un peu leur savoir-faire, etc. Et Bien sûr. du coup, la notion d'équipe, de collectif, était une réponse assez évidente à la question comment aider le freelance, hein, à faire des choses qui sont réservées dans le monde d'avant au type très diplômé que j'étais, quoi. Oui, puis clairement, pour aller dans ton sens, pour ceux qui me connaissent, bon, ça fait très longtemps que je suis dans le monde de la prestation de services informatiques. Et donc, moi, j'ai connu les freelances, les anciens freelances, l'ancienne mode des freelances, où en fait, on avait, moi, par exemple, en tant que prestataire de service, en tant qu'agence, j'avais souvent des clients qui débarquaient chez nous, agence, mais qui arrivaient dégoûtés de l'expérience préalable qu'ils avaient eue avec un ou plusieurs freelances. Pourquoi? Parce que typiquement, les collectifs n'existant pas, hein, tu n'avais pas encore créé collectif, genre, il fallait que tu arrives. Eh bien, en fait, ces clients-là avaient commandé une prestation avec des technologies multiples. Donc, ils avaient besoin, en fait, de plusieurs freelances pour délivrer une mission. Sauf qu'en fait, les freelances, entre eux, quand ils ne sont pas organisés en collectif, ils sont concurrents entre eux. Donc en général, les dossiers, ça partait en cacahuète, quoi. Le client était mécontent parce que, si je prends un exemple qui va parler à tout le monde, par exemple une application mobile, quand on veut faire une application mobile, ben, il y a Android, il y a iOS, hein, il y a Apple. Bon, ben, le client avait pris un freelance Android, un freelance iOS, Apple, sauf que les deux, ils étaient en bisbise. Au lieu de faire des choses en commun pour le bien de l'appli, bah, ils ne se parlaient pas, ils se fightaient, chacun voulait évidemment sa mission, son projet, et donc nous, agence, on récupérait des clients qui étaient dégoûtés du freelancing parce que voilà. Alors parfois c'était un freelance tout seul tu es un spécialiste de ça, genre tu vas nous raconter comment ça fonctionne, mais un freelance tout seul, bah, en fait, il y a des problèmes de confiance, de fiabilité, qu'est-ce qui se passe s'il se pète la patte, s'il se pète le poignet, c'est tout bête. Mais une entreprise, elle commande une mission à un freelance, le freelance, en général, il communique plus ou moins bien, il disparaît tout à coup, on ne sait pas pourquoi, enfin, il y a tout un tas de légendes, plus ou moins urbaines, autour de cet univers du freelance. D'ailleurs, est-ce que ça te fait entre guillemets, au rame galérien, mon cher Jean, mais je crois que tu t'en sors bien, parce que franchement, les États-Unis, c'est comme d'habitude, ils sont hyper en avance sur le principe du freelancing. Nous, en France, quand même, c'est pas la même rigolade. J'ai l'impression que la considération du freelance, le statut de freelance, etc., ouais, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Ouais, alors ça évolue quand même dans le bon sens, enfin Ouais. de ce que j'observe, mais oui, oui, on n'est pas au niveau des États-Unis, ouais. Ah, puis toi, pour le coup, tu deviens entre guillemets un peu un expert de cet univers-là, sur les chiffres, les tendances, etc. Tu es vraiment en train d'organiser, comme tu dis, le futur, la future manière finalement de se réunir. Et en fait, je pense que avec Collective, on est bien d'accord que tu adresses tout ce que je viens de raconter, qui était un truc pénible, qui était finalement, avec ton approche du collectif, là, tu es en train de gommer toutes ces problématiques avec ta place de marché et ton soft, ton logiciel. Ouais, exactement. Bon, graduellement, hein, on construit de la valeur petit à petit, mais c'est Le sentier, il est énorme. De toute façon, j'imagine que là, t'en as pour quelques années. Là, tu t'es créé une petite marotte pour t'amuser quelques années, là. Ah ouais, mais d'accord. Alors, tu nous as parlé de cette notion
de SaaS, le logiciel. Donc Collective, c'est à la fois un logiciel où on comprend pour gérer la partie, comme tu as dit, comptabilité, facturation, devis. Est-ce qu'il y a des choses aussi liées à la gestion de projet? Comment on gère le projet, etc. dedans? Ouais, en surface, mais notre produit permet déjà aux freelances qui constituent le collectif, qui sont impliqués sur le projet, de soumettre des timesheets selon les jours, les heures, les livrables D'accord. qui ont Ouais. été réalisés, et puis de reporter, du coup, de reporter un petit peu l'avancement du projet au client. Et c'est d'ailleurs ça qui déclenche la facturation pour le client final. Ouais. Et alors, tu as peut-être été habitué à ça quand tu étais chez McKinsey où tu faisais de la jonglerie de haute volée au niveau de la stratégie. Mais moi, qui regarde ça d'un point de vue d'entrepreneur, j'ai aussi deux, trois logiciels SaaS dans les cartons, donc je sais ce que c'est que de fabriquer un logiciel et un SaaS, etc. Toi, en fait, tu as pris le double effet qui se coule là. C'est-à-dire que tu fais de l'entrepreneuriat sur à la fois une société normale, place de marché, tu dois aller chercher l'offre et la demande, etc., avoir des clients. Et puis, tu as la conception produit, un logiciel à diffuser, à diffuser avec des abonnés, hein, enfin avec des licences qui se distribuent. Alors, qui paye les licences d'ailleurs? Est-ce que les clients qui déposent des missions dans le collectif, est-ce qu'ils payent quelque chose? Est-ce que c'est que le freelance qui paye? Comment ça se passe? Comment Raconte-nous. ça se fait, le paiement, il est au projet. Donc on monte D'accord, le SaaS au collectif, parce qu'on est plus dans une logique de permettre aux freelances de créer son ou ses collectifs, hein. D'ailleurs, il y a pas mal de freelances d'accord. dans plusieurs collectifs. Ouais, ils sont dans plusieurs équipes. Exactement. Et nous, pour le coup, on prend une commission au moment, enfin, quand il y a un projet qui est validé entre un client et un collectif, ou bien quand le collectif utilise notre SaaS pour importer un projet. D'accord, Mais le SaaS est pour le moment gratuit des deux côtés. d'accord, ok. Donc en fait, là, vous faites un gros travail de présentation, de diffusion, de faire savoir à la fois aux entreprises et à la fois aux freelances, à leur dire venez vous inscrire, venez vous constituer en collectif pour justement répondre aux besoins exprimés par les entreprises. Exactement, exactement. Yes. Et avec une stratégie tu fais du marketing, tu as une présence, bon, moi je te vois un peu sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Aujourd'hui, raconte-nous, c'est quoi l'équipe, vous êtes organisé comment tu avances là-dessus? Alors, aujourd'hui, on est une trentaine dans la collective, donc les Yes. collectives, trentaine d'employés. On a à peu près la C'est moitié. déjà ouf, hein. C'est déjà ouf, 30 personnes, hein. Ouais, ouais, c'est bien. C'est top. Il y a déjà du payroll là, hein. Il faut- Exactement. Et on a un peu plus de la moitié, je dirais, sur tech et produits. Donc D'accord. des software engineers, product et designers qui sont vraiment là pour éditer et développer le logiciel. Et Ah ouais. après, il y a une petite équipe growth et marketing où D'accord. on crée du contenu, on fait connaître le site, le service sur les réseaux sociaux, euh, D'accord. etc. Et après, il y a une petite équipe commerciale et puis une petite équipe aussi fonction support, donc finance, une personne qui nous aide aussi pour bien gérer tout ce qui est admin, les bureaux, etc. Ouais. Voilà, donc ça fait du beau monde. Ça fait Et alors toi, tu nous as dit 28 ans, c'est ça que tu m'as dit, hein, 28, mon 29. Oui, 28 ans. 28 ans, ouais. Donc 28 ans, aujourd'hui, toi, t'es CEO, t'es CEO de la structure. Donc 28 ans, CEO, tu dois gérer une équipe de 30 personnes, déjà. Bon, ok, là aussi, pouf, tu fais pas les choses à moitié, en fait, j'aime bien. Ok. Et donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est justement tous ces aspects d'entrepreneur. Bon, il y a le produit, il y a le marché, il y a les sales, hein. Toi-même, tu dois aller, tu dois, entre guillemets, faire des ventes, hein, remplir le pipe avec les collectifs, avoir des freelances qui se référencent et puis les entreprises qui vont déposer des clients, parce que sinon, voilà, tu es en mode un partout la balle au centre. Donc, toi, tu dois vraiment travailler ces deux aspects-là. Mais pour le coup, tu n'avais pas été, entre guillemets, formé ou éduqué ou pour gérer compta, finance, recrutement, enfin voilà. Donc comment tu fais? Raconte-nous tout ça. Comment tu vis ça et comment tu gères ça? Bah, oui, on apprend beaucoup sur le terrain, enfin sur le tas. Et j'ai évidemment des gens qui me donnent des conseils. Je pose D'accord? beaucoup de questions autour de moi. Je m'adresse aux gens qui sont passés par le stade de développement dans lequel je suis. Mais D'accord. je prétends pas avoir la réponse tout seul. Il Et, faut pas. Non, ouais, ouais. et ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui me donnent des conseils au quotidien et qui m'aident à grandir et à monter en compétence sur ce rôle qui est assez nouveau pour moi, hein.
faut le dire. Ouais, j'imagine. De toute façon, faut tous apprendre, entre guillemets, au fur et à mesure, comme tu dis, apprendre en marchant, hein. Ouais. Surtout quand voilà. Après, ce qui se passe, c'est que toi, c'est ta première. Tu nous as dit que tu as fait un petit passage, un petit peu en indep, un petit peu en freelance, donc tu avais quand même vécu ça, mais tu n'avais pas nécessairement monté de société avant. Donc, en fait, c'est ton coup d'essai, coup de maître, quoi. C'est voilà, t'as monté la société, puis paf, tu grimpes tout de suite à 30 personnes, et donc, à mon avis, tu prends tout d'un coup d'un seul, hop. La croissance, la gestion des RH, voilà, la finance, la compta, etc. Bon, après, tu te fais accompagner. Ouais, il y a 6 mois, on était 6 ou 8, quelque chose comme ça, donc c'est vrai que Ouais, ça se développe assez vite. Et oui, oui, on est accompagné, on a des investisseurs, et puis j'ai surtout 2 associés avec lesquels on se répartit bien les rôles. Donc, vous êtes au niveau des fondateurs, justement, vous êtes trois, c'est ça? Trois associés fondateurs? bon, donc D'accord. il y a Vianney qui est un bon ami de prépa. On était en prépa ensemble il y a déjà plus de 10 ans, qui lui est cofondateur et lui, il supervise plutôt les sujets produits, opérations, légal et finances. Et puis D'accord. Paul qui est CTO et cofondateur, lui qui a un background software engineer dans diverses boîtes tech, qui lui est vraiment le patron de la tech et de l'engineering, quoi. Donc vraiment Ouais, ouais. tout ce qui est développement du logiciel. Ouais, ça soulève le sujet d'ailleurs que tu vivais toi quand tu étais du côté de l'investisseur, le VC, hein, quand on voit arriver les équipes, à chaque fois on regarde la cohésion d'équipe, est-ce qu'on est à l'équilibre, les fameux 4 piliers de la start-up, hein, est-ce qu'on a une personne à la finance, une personne aux ventes, une personne au marketing, une personne à la tech, hein, c'est les fameux 4 piliers, la bonne équipe d'une start-up. Si t'en as que un ou deux ou trois, bon, c'est tout de suite tout de suite un peu moins bien. Là, voilà, t'as fait ça, t'as bien géré le côté association. Ce qui est pas facile d'ailleurs, parce que t'as découvert, j'imagine. Alors, je pense que dans ton passage à l'époque chez Kerala, tu avais l'habitude peut-être des pactes d'actionnaires, tous ces aspects un peu importants quand tu constitues une société. Mais j'imagine que t'as fait attention aussi à ça un minimum. Tu as appliqué les bonnes pratiques voilà, de faire attention, les fameux contrats de mariage, comme j'appelle ça. C'est quand tout va bien qu'il faut les faire. Hein, donc, tous ces aspects-là. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Alors, comme j'avais un peu préparé cette interview, t'as quand même une grande nouvelle à nous dire, ou en tout cas tu nous as pas dit, mais c'est que en fait vous avez levé des fonds. Vous avez levé des fonds. On a levé des fonds, exactement. On a. C'est quand même un point de rupture, enfin un point de rupture dans le bon sens, mais c'est un point de changement majeur. C'est-à-dire que effectivement, là on vient de raconter, ok, 6 à 30, gna gna gna, ça croît de partout, bidule et tout ça, mais aussi tu as fait un passage sur un fonds, j'imagine que ça a été plutôt des atouts pour toi-même te dire, ok, je vais constituer un dossier, un pitch, et on va aller chercher des financements. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais, complètement. Et donc ça Ouais, a eu lieu en janvier dernier. d'accord. Ok. Collectif, c'est début 2001, c'est ça? Début 2001? Début 2021. Ouais, c'est ça, 2021. Ouais. Oui, oui, je suis bête, 2001, n'importe quoi. 2001, l'Odyssée de l'espace, tu sais, le mec. Je suis trop vieux, je suis un vieux dinosaure, hein, Bon, 2021, oui, d'accord. Début 2021. 2001, moi je plaisante. Début 2021, et là, on est septembre 2022, donc début d'année 2022, c'est là où tu as levé les fonds? Exactement, exactement. Ok. Et combien de sous vous avez bouclé? 7 millions en capitaux propres. D'accord. Et là, voilà, on regarde si on peut ajouter aussi un peu de dette, BPI, etc. D'accord. Et donc maintenant, avec ça, là, tu es en train d'exécuter, dérouler ton plan, un ton BP qui bouge tout le temps, mais bon, Exactement. Aujourd'hui, dans ton apprentissage du quotidien de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu te sens perdu, pas à l'aise? Comment tu fais pour avancer là-dessus sur ces aspects-là, sur l'entrepreneuriat, dans le sens la croissance, tu dois gérer beaucoup de choses en même temps là, puisque en plus, d'ailleurs, on le dit pas assez souvent, mais toi, tu peux nous en témoigner. Lever des fonds, c'est
c'est pas toujours super glamour, hein. Lever des fonds, ça veut dire faire du reporting, hein. Ça veut dire qu'on a des investisseurs et désormais, clac, clac, je sais pas c'est quand pour toi, mais tous les mois, tous les trucs, il faut faire, paf, son plan d'avancement, il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, quoi. Donc, on n'est pas dans du bootstrap là, mais ça veut dire que ça ajoute une pression supplémentaire ou en tout cas une charge mentale sur toi en tant que CEO. Tu gères comment tout ça? Ouais, alors pour répondre à la première question, ce qui est à mon sens difficile dans le métier d'entrepreneur, c'est que plus la boîte grossit, plus les gens prennent des responsabilités et plus ce qui reste pour les fondateurs et pour le CEO, c'est la gestion des problèmes, quoi. Euh, Bienvenue au club. Exactement. Donc vraiment, on gère les problèmes du quotidien. Ouais, ouais, Il y a il y a une fuite dans les bureaux complètement imprévue. ouais, ouais. Il y a un pépin légal. Il y a un client qui est extrêmement mécontent. Il y a tel ou tel truc. Et donc ça, c'est vraiment pour ma pomme, quoi, et celle de mes associés. Ouais, c'est difficile ça. Je te rejoins là-dessus, hein. C'est des choses qui sont très difficiles ça, parce que on a ce qu'on appelle, tu vois, à 30 personnes, j'imagine, t'as déjà de l'encadrement, t'as déjà du manager, et donc parfois même d'ailleurs, Jean, tu sais, on est en tant qu'entrepreneur, il y a des gens qui sont des entrepreneurs qui sont pas faits, tu sais, pour gérer la croissance. C'est parce que c'est des créateurs, ils font de 0 à 1 et ils adorent faire ça. Ils adorent eux produire, concevoir le truc. Et puis après, comme tu dis, quand il s'agit de faire que de la gestion, que de l'encadrement, que du milieu, bah, à la limite, ça les intéresse moins ou pas. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, donc une partie difficile du métier, et à mesure que la boîte se structure et que le business devient mature, bah c'est la part la plus importante du quotidien. De ton quotidien, ouais. Ouais. Exactement. Et effectivement, avoir des entrepreneurs, c'est faire l'aveu que le business model de ta boîte devient le business model du fond. Et c'est parce que ta boîte fera une belle culbute que le front fera une belle culbute. Et du coup, ça peut, voilà, c'est une complexité dont il faut être consciente. Toi, au début, Jean, c'est toi qui a fait avec tes deux autres cofondateurs associés, c'est toi qui a fait la conception produit, tu as imaginé le truc. Donc, justement, c'est peut-être ça aussi qui doit te manquer, comme tu dis. C'est-à-dire qu'au début, tu étais là, tu te faisais ta conception produit, ton storyboard, tiens, on va faire ça, on va faire ça. Et puis maintenant, bah, comme tu dis, il faut que tu gères la fuite d'eau, quoi. Donc, c'est sûrement moins cool, ouais. Exactement. On a fait une belle découverte avec le no-code qui permet de tester et d'itérer assez vite sur des briques de ton produit. Et donc, on a D'accord. rapidement testé notre idée de cette manière-là. Et effectivement, au début, on faisait et le produit et la vente Mm. et l'onboarding, on faisait un petit peu tout. Et puis, à mesure qu'on a amené des preuves sur le business et qu'on on a commencé à faire marcher ça, ben, on a commencé à s'entourer et à faire venir des gens meilleurs que nous d'ailleurs dans l'exécution des différentes tâches du quotidien. C'est très important ce que tu viens de dire, c'est que il faut certainement pas hésiter et accepter le fait que au bout d'un moment, ben tu recrutes et tu mets quelqu'un à ta place qui fait les choses mieux que toi. Et c'est la vie, et c'est comme ça. Et même il vaut mieux parce que quand tu t'accroches à ton poste ou à ta mission, parfois tu peux envoyer tout par le tapis parce que tu t'as pas voulu lâcher le truc. Mais effectivement, je comprends que ce soit difficile. D'ailleurs, il y a certaines startups, tu as peut-être dû en voir passer quand tu étais dans tes investissements avec Kerala, etc. Il y a certaines startups où certains CEO disent à un moment donné, OK, moi, il faut recruter un CEO pour faire le travail de CEO, quoi. Parce que moi, ça m'intéresse plus, quoi. Moi, j'étais le créateur, le truc, le mec à 0 à 1. Donc, OK, je suis actionnaire, je garde les parts ou je sais pas quoi. Mais en gros, moi, j'ai plus envie de gérer une boîte de 100, 200 ou X milliers de personnes, quoi. Ouais, complètement. Bon, alors on est quand même vachement heureux de gérer aujourd'hui, mais Ah, c'est clair, hein. euh, ouais. Toi, aujourd'hui, tu as une ambition, comment dire, les fonds que tu as levés, comment tu vois comment dire, aujourd'hui, tu es déjà 30 personnes, mais en fait, il faut encore beaucoup d'effectifs ou tu vas à un moment donné, tu as une vision de type, OK, à 40, à 50, ça y est, on est stable, on pourra couvrir ce qu'il y a à couvrir. Quelle est ta fuite en avant, c'est pas le mot, mais tu vois, quelle est ta courbe de croissance comme ça par rapport aux équipes? Alors, Tu veux devenir une boîte de 100, 200 personnes ou? bah, non, mais enfin, recruter des gens, c'est pas forcément la solution à tous Tous les les, oui. problèmes. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on veut
on veut faire une boîte qui rend service au plus grand nombre de clients et au plus grand nombre de freelance. Ça suppose de développer des nouvelles fonctionnalités des deux côtés, de commencer à embrasser des nouveaux cas d'usage. Et s'il faut des gens à demeure chez nous pour le faire, on se privera pas de recruter. Mais on a oui, des ambitions d'aller à l'international, Ah, c'est ça. des J'allais te demander l'international, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, on a déjà un petit peu commencé de manière complètement anecdotique, mais on a en tout cas bien l'intention d'y aller. Ouais. Et pour le coup, toi, tu deviens un petit peu, j'imagine que tu te renseignes, tu apprends beaucoup de choses sur le monde du travail. En fait, le monde du travail, le statut du freelancing, etc. Comment est le sujet du freelancing en Europe? Alors, États-Unis, tout ça, on voit à peu près, mais j'imagine que vous allez peut-être pas essayer d'aller vous frotter aux États-Unis tout de suite, ou ça te trotte dans la tête déjà? Si ça fait partie bah, ça fait partie des gros marchés, hein, les États-Unis, même le plus gros marché. Euh, Mhm. Derrière, il y a un des Philippines. C'est les trois plus gros pays d'une boîte comme Upwork, qui est la plateforme leader mondiale du freelancing. Euh, D'accord. euh, L'Europe reste une très très grosse géographie, hein, pour le freelancing. Il y a 9 millions de freelances en Europe. Ouais, d'accord. Euh, euh, donc on va avoir effectivement cette question de sécuriser un leadership européen ou bien aller directement aux États-Unis. Et là, D'accord. la question n'est pas encore tranchée. En France, il y a combien, tu sais nous dire, il y a combien de freelance à peu près? Sur notre marché, 1,3 million. Il y a 1,3 million de freelance en Au France. Ok. digital, ouais, exactement. Ouais, quoi, ça fait déjà de quoi fabriquer quelques collectifs là. Ouais, exactement, exactement. Nickel, nickel. Est-ce que tu dans ton apprentissage là de l'entrepreneuriat, tu es confronté à la logique de faire bousculer ton business model, la notion de rentabilité, etc. Tout ça, c'est mouvant, tu y réfléchis avec tes équipes parce que comme tu es innovant dans le sens de ce que tu proposes, il y en a pas, enfin il y en a pas d'autres encore. Donc tu es à la pointe là, tu es à la pointe de l'innovation, mais j'imagine que pour le coup bah, t'as pas d'exemple, t'as pas de gens autour de toi qui peuvent te donner des pistes. Donc j'imagine que ça doit être compliqué la réflexion sur le justement le business model, le pricing, comment on fait, parce que derrière, j'imagine une course maintenant que tu as levé des fonds. En plus, tu as une course un peu à un moment donné, il faut faire du chiffre d'affaires, des bidas, enfin, il faut y aller, quoi. Ouais, ouais, complètement. Bah, pour le coup, le pricing, le business model, ça a jamais été le gros défi pour nous. On est D'accord. prêt à explorer, à faire des concessions à court terme. La question la plus difficile sur laquelle on réfléchit au quotidien, c'est quelle est précisément la valeur que j'apporte, pour qui, et en fait, la question du prix sera presque une résultante de ça. C'est que pour quelque chose d'exceptionnel, les gens sont prêts à payer quoi qu'il en coûte. Ouais. Après, c'est une notion de valeur, la valeur apportée, la valeur perçue, et puis, comme tu dis, le résultat qui soit exceptionnel, etc. Ouais, ouais, d'accord. Exactement, exactement. Ouais. Oh, waouh. Ok. Bon, bah, bravo. C'est un truc qui est génial. Est-ce que tu te retrouves bousculé par, je dirais, beaucoup de pression du reste du marché, le monde des agences, tu vois, parce que tu es quand même dans un secteur d'activité voilà, qui fourmille de partout, qui n'était pas structuré jusqu'à présent, du moins du côté des freelances. Est-ce que tu as des difficultés comme ça complexes avec les relations avec le reste des agences, des prestataires, le reste du marché? Comment t'es perçu par rapport à ça? C'est un marché qui est évidemment concurrentiel parce qu'il est très gros et parce qu'il n'y a pas énormément de barrières à l'entrée. C'est tout à fait possible de se lancer c'est tout à fait possible de se lancer facilement en indépendant. Je crée mon statut d'entrepreneur et puis j'y vais. C'est vrai. Beaucoup de gens aussi créent une agence avec un petit proof of concept, etc. Et quand on vend du collectif, bah, on est très souvent en phase d'agence et de C'est freelance. ça. C'est Euh, ça. euh, donc c'est à la fois, je dirais, un marché qui est très disputé avec beaucoup de concurrence, mais c'est un marché aussi où il y a beaucoup quand même qui est assez coopératif et on a facilement accès aux fonds. D'accord. Les gens se donnent facilement des conseils. C'est pas un marché où les gens se regardent en chien de faïence. Je refuse à tout prix de parler à ce type-là parce que c'est un concurrent. Je trouve qu'il y a une démarche assez écosystème en fait dans ce monde D'accord. où on se partage un peu nos astuces,
on peut se refiler un peu des opportunités, etc. Il y a beaucoup de partenariats qui essaiment entre des plateformes, des agences, des ESN. Euh, D'accord. euh, Ce que tu dis là, Jean, je suis le témoin vivant. C'est quand même quelque chose qui est récent, hein. C'est parce qu'on a des jeunes générations qui débarquent. Parce que je peux vous dire que 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, c'était pas ça du tout, hein. Donc il y a quand même comme tu dis, cet esprit d'ouverture. On peut apprendre tout partout. On peut aller sur YouTube, online, etc. On peut vraiment progresser, apprendre de partout. Il y a un côté esprit building public en ce moment. Je sais pas si hein, qui se fait beaucoup. Il y a beaucoup de solopreneurs, même d'entrepreneurs. Moi-même, je le fais. Donc, on est beaucoup dans cette notion de public et ça participe de ce que tu racontes, le côté partage, etc. Mais ça a été beaucoup moins le cas il n'y a pas encore très longtemps, hein, ouais, c'est clair. c'est vrai, ouais, ouais. Bah, les choses doivent certainement évoluer, j'imagine, ouais. Est-ce que, évidemment, Jean et moi, on est comme des poissons dans l'eau dans cet univers de la tech, des prestations de services digitales, etc. Mais je l'explique et je le raconte pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Dans cet univers-là, il y a un principe bien particulier qui est des notions de contrat cadre et de référencement au niveau des directions des achats des grandes entreprises, des grands groupes. Et donc, c'est des enjeux, hein, quand vous êtes, alors un freelance, clairement, il a quasiment aucune chance d'être référencé dans une direction des achats. Après, voilà, quand vous êtes une société, une agence, beaucoup plus. Est-ce que toi, c'est un sujet pour toi, une ambition de te dire, tiens, à un moment donné, il y a une espèce de label, je vais créer un label collectif, je vais aller voir les directions des achats des grandes sociétés et référencer le collectif là-bas. Parce que les freelances, encore une fois, comme ils ne sont pas organisés ni en agence, ni et en tant que freelance, ils ne peuvent pas y avoir accès, mais peut-être qu'en tant que collectif, vous pourriez rentrer là-bas. Ouais, bah on commence déjà à pénétrer un peu des comptes plus structurés, des boîtes qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est D'accord, partie du jeu. Et effectivement, permettre à des freelances qui se regroupent intelligemment en équipe d'avoir c'est ça. accès à des plus grands comptes, ça fait tout à fait partie de notre vision, ouais. Ouais, c'est un peu le bâton de pèlerin de collectif, d'essayer de. Partie oui, oui, une des promesses. Et Ouais, parce que on s'attache à offrir aux clients finaux pas uniquement des collectifs, mais toute l'expérience d'achat environnante au collectif. Donc, pouvoir très simplement avoir accès au contrat, gérer la facturation de manière simplifiée, gérer aussi tout ce qui est reporting d'émissions. Donc, on essaye vraiment de créer la meilleure expérience de collaboration entre des milliers de collectifs pour le moment, des millions demain, on espère, hum, hum, et des clients du monde entier. C'est vraiment ça la vision cible. Alors, il faut évidemment être très ambitieux pour réussir à le faire, mais, j'imagine, hein. c'est vers là qu'on va, oui. La concurrence, comme tu l'as dit, est très ouverte, notamment avec certaines sociétés un peu emblématiques. Tu as cité Upwork, qui est le leader mondial, mais on a aussi plus proche des gens comme Malte, des gens comme freelance.com, même coder.com, hein. À un moment donné, il y avait cette espèce de dimension coder.com où tu sais, voilà, tu peux être référencé, etc. Ça, c'est quelque chose qui vient vous mettre un peu dans vos retranchements. C'est un peu tendu avec ces gens-là ou pas du tout? On n'a pas tout à fait, on n'adresse pas tout à fait les mêmes besoins parce que nous, un client, il vient chercher chez nous un projet complet de A à Z avec une équipe de 4, 5, 6, 8, 10 personnes. Déjà constitué, ouais. Exactement. Quand sur Malte, l'enjeu, ça va être plutôt de trouver un expert ou plusieurs experts. C'est ça. C'est un petit peu, c'est complémentaire. Après, il y a effectivement beaucoup de moments où le client a le choix entre Collective et Malte. Mais en fait, j'ai envie de dire, le marché, il est tellement grand, il est tellement à construire que on a tendance à être alliés pour vraiment développer le freelancing ensemble que se tirer dans les pattes. Et d'ailleurs, on salue énormément tout le travail Le travail déjà fait, ouais, ouais. d'évangélisation qui a été fait par Malte pour aller pousser le freelancing dans les arcanes de très grands comptes comme Mmh. Total, L'Oréal ou BNP, quoi. Ouais, ouais. Avec certains biais qui sont, hein, c'est toujours la même chose. Il y a cette notion de, tu sais, parmi la famille des freelances, il y a ceux qui sont hein, le haut du panier, qui sont visibles, qui sont toujours sursollicités. Et puis il y a toute une masse de ceux qui n'ont pas de référence client, pas suffisamment, etc. Et qui ont du mal tu vois, à un moment donné, il était arrivé jusqu'à mes oreilles que, bon, à un moment donné, dans Malte, entre guillemets, c'est toujours les stars, c'est toujours ceux qui ont toutes les bonnes étoiles et qui ont fait plein de projets. Et puis
plus tu as de projets, plus tu en fais, plus tu es sollicité. Et en gros, toi, quand tu es le freelance qui débarque sur la plateforme, bah, tu n'arrives jamais à te faire ton portfolio et à obtenir les premières missions. C'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, complètement, complètement. Ça, c'est des phénomènes tu sais, c'est grippé un peu le concept là, il est un peu grippé pour, comme tu dis, 1,3 million de freelance. Clairement, c'est comme d'hab, hein, il y a les strates, il va y avoir les stars qui elles, limite, c'est elles qui décident avec qui elles ont envie de travailler. Et puis t'as un gros marché qui là trouve pas nécessairement son compte. Voilà. Est-ce que dans le collectif, d'ailleurs, ça se ressent, ça? T'as les freelances qui débarquent, etc. Ils viennent avec cette charge un peu mentale. Ils sont parfois un peu en stress, etc. En se disant, tiens, collectif, c'est peut-être le futur Graal pour nous, qui sommes dans cette difficulté-là. Alors, je pense que les freelances, de manière générale, qui travaillent avec des plateformes, comprennent que ce qui paye, c'est l'engagement. C'est de s'engager avec la plateforme, de participer un peu à la création du contenu, bien, je sais pas, bien faire sa vitrine, etc. Donc, nous, les collectifs qui réussissent le mieux à prendre des missions chez nous, ce sont ceux qui s'engagent. Ça, je pense que les gens qui travaillent avec des plateformes l'ont bien compris. Oui, parce que d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais on est bien d'accord, Jean, tu me dis si je me trompe, quand on est un collectif qui se crée dans la plateforme collective, on crée son espace vitrine, on crée sa proposition, c'est ça? Un espèce de j'allais dire mini site, je sais pas comment on appelle ça, une fiche d'identité, enfin. C'est ça, un mini-site où on peut montrer des références, des études de cas, montrer un peu l'équipe, l'approche. Tu peux mettre les CV, tu peux mettre les compétences des gens, etc. Ouais. Éventuellement même un petit logo, une petite bannière. D'accord, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment de créer de la tangibilité au collectif et de lui donner une allure, quoi, une fière allure. Ouais, c'est comme les corners des Galeries Lafayette. Tu vois, tu les corners de marque. Ben là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu es un collectif, tu te crées ton corner et donc au sein de la plateforme. Exactement. Bon, nickel. Si on passe sur des choses un peu plus perso, comment tu gères le côté justement pro perso par rapport à ton entourage, vie de famille? Est-ce que tu as des routines? Comment tu as plongé dans l'entrepreneuriat? Pam, comme tu t'ennuyais un peu, tu as levé 7 millions, donc maintenant t'es en croissance, en hyper croissance, mais ça fait tout un tas de choses à gérer qui sont déjà très top niveau côté pro. Alors côté perso, tu souffres comment? Est-ce que tu souffres? Finalement, je me suis marié il y a un mois et une semaine. Donc, Ah, je reviens juste de lune de miel. Et les deux sont parfaitement compatibles. Euh, yes. et oui, il faut être un peu structuré, ne pas mettre bien des frontières entre la vie pro et la vie perso. Mais tout ça est un régal, hein. J'apprécie énormément ma vie perso comme ma vie pro. Ouais, t'arrives à bien aligner les autres, à essayer de pas trop te faire écraser par la charge mentale comme tu dis, des problèmes qui peuvent vite s'amplifier côté pro et venir assombrir la vie de famille, la vie perso, quoi. Exactement, non, non, pour le moment, so far so good, comme on dit. Ouais, tout à fait. Vous avez des bureaux, ça veut dire que entre guillemets, classiquement, tu vas au bureau tous les jours, etc. T'as l'équipe qui arrive là-bas, vous êtes peut-être une partie en remote, ce genre de choses. Comment vous-même vous appliquez à vous les principes de fonctionnement des freelances ou tu vois, tu pourrais potentiellement avoir des gens qui sont partout dans le monde, partout sur la planète. Alors oui, on a effectivement des bureaux, mais on reste une boîte remote friendly. Donc, D'accord, on a une bonne partie des employés qui sont de la collective qui est en full remote. On a même des employés qui ne travaillent pas en France. d'accord. Euh, et pour autant, on propose à ceux qui veulent venir des bureaux euh, où se retrouvent quotidiennement 10, 15, parfois 20 ou 30 personnes. Ouais. Quand tu as quelqu'un qui est comme ça, qui travaille en remote depuis l'étranger, c'est une curiosité d'entrepreneur. Comment ça se passe sur le plan administratif? Ils ont un contrat de travail genre français? En fait, ils sont en freelance. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est plus une prestation que tu vas leur. Après, ils peuvent faire la prestation pour vous pendant longtemps, une longue durée. Donc en gros, ils sont relativement captifs entre guillemets. Et ils vont pas, voilà. Exactement, exactement. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est plus facile parce que sinon, si tu commences à devoir gérer des contrats à distance, c'est là où on commence à tomber dans les embrouilles juridiques et administratifs. C'est pas évident. Exactement. C'est ça l'idée.
Nickel. Comme tu as une croissance, tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a pas échappé. Tu es quand même passé de genre de 6 à 30 et quelques là, 30. Donc pour le coup, le gap a été super violent. Est-ce que tu t'es posé avec tes associés, etc., pour réfléchir à, tu sais, les fameuses valeurs, la charte, comment vous voulez accueillir les gens, les onboarder, cette partie humaine, parce que aujourd'hui, on sait que, tu vois, dans tes métiers et dans les métiers en général, l'humain, là, il est en train de redevenir plus que jamais le point clé, quoi. C'est le truc incontournable. C'est ça qui fait toute la richesse de l'entreprise, quoi. Ouais, alors, en permanence, on a un meeting, une réunion par semaine pour discuter de D'accord? tous ces sujets avec mes associés. Donc c'est quelque chose qu'on construit en permanence, qu'on reconstruit en permanence et sur lequel on implique autant que se peut nos employés. Alors on fait un collect trip tous les 3 mois. Alors on est passé plutôt tous les 6 mois maintenant, où on réfléchit ensemble à nos valeurs, à nos rituels, à la manière de travailler tous ensemble. Ouais, et puis vous vous enrichissez. Est-ce que tes autres associés, ils sont de la même tranche d'âge que toi, à peu près? Oui, 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 complètement. Ok, donc vous êtes vraiment tous, chacun sur sa spécialité, parce que tu m'as dit qu'il y avait le CTO, etc. Donc chacun sur son expertise métier. Vous êtes, en tout cas d'un point de vue de la vie, vous êtes tous en train de progresser, d'apprendre, de vous enrichir les uns les autres. C'est intéressant. Ouais. Exactement. Ah ouais, tout à fait. Tu as dit tout à l'heure que tu étais quand même entouré. Est-ce que vous avez eu envie ou l'idée d'avoir une espèce de board qui vous accompagne, des mentors, enfin des gens un peu comme ça? Oui, tout à fait. On a un board avec nos investisseurs. On a un advisory board en quelque sorte, enfin des D'accord, ouais. sollicite régulièrement, des business angels pour nous aider sur des problématiques techniques, des problématiques humaines, des problématiques de tout ordre. Donc on manque pas de se faire coacher et entourer. C'est une bonne pratique en tout cas que tu recommandes, j'imagine, parce que ça t'apporte vraiment des choses. Bien sûr. Souvent, tu vois, au niveau des entrepreneurs, parfois on est un peu isolé, tu vois, on est un peu isolé, on demande pas d'aide, etc. Toi, au contraire, ce que tu dis, c'est que tu essayes de discuter, d'accéder à limite à d'autres CEO, d'autres sociétés qui sont à des phases de croissance, où soit ils sont déjà passés par là, soit ils y sont déjà, et ça te permet toi d'échanger, d'avoir des feedbacks sur bah, comment ils ont fait ou comment ils font pour traiter telle ou telle chose, tel ou tel point, et notamment par exemple l'hypercroissance en matière de recrutement. C'est vraiment des points clés parce que quand tu te trompes sur un recrutement, tes recrutements, tu peux vraiment te retrouver dans des situations très 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 difficiles au niveau de l'entrepreneuriat. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, complètement. Ouais, donc ça, c'est ce que tu fais, nickel. Et ben, écoute, est-ce que au niveau de, on va bientôt conclure cette interview, mais je voulais avant qu'on se quitte que tu nous racontes peut-être, j'ai une question que je pose souvent qui est quel est ton why, tu sais le why de Simon Sinek, je sais pas si tu connais, qui est le moi profond entre guillemets pour quel est ton étoile d'humeur, pourquoi, enfin tu vois si tu fais un harakiri, tu mets les tripes sur la table, en gros, qu'est-ce qui t'anime, c'est quoi tu vois ta vision, là, ton truc profond qui te transporte par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu veux nous raconter ça? Euh, le truc qui me fait le plus vibrer dans mon métier, c'est de créer des nouvelles choses, d'innover. Et je dirais, ouais, innover au quotidien, c'est le chose enfin, c'est la partie de mon métier qui m'anime le plus. Et c'est pas forcément que dans le produit, dans la vision et tout, mais ça peut être dans la manière de gérer un problème, d'adresser un problème, de parler, de prendre la parole, etc. J'ai à cœur, voilà, de faire les choses un peu différemment. Et ça fait partie un peu aussi de nos valeurs chez Collective, look for difference, essayer de trouver vraiment, chercher un peu à faire les choses à notre manière, de manière différente. Et c'est une valeur voilà, qui me tient personnellement à cœur. Super. Ça m'amène sur la dernière question. C'est justement pour tout ça, pour en permanence travailler sur comme tu dis, ces valeurs, etc. Est-ce que tu as comme ça des sources d'apprentissage que tu voudrais partager avec nous, des livres, des films, des blogs, je sais pas, des podcasts. Est-ce que tu te formes, est-ce que tu lis, est-ce que tu as des trucs comme ça à nous raconter? Ouais, alors je lis beaucoup. J'ai pas vraiment de plan de lecture. J'alterne beaucoup du roman, des essais et de la philosophie. Euh, D'accord. J'aime bien des livres d'anthropologie Ouais, ouais. Jared Diamond. J'aime bien des romans de Dostoïevski. J'aime beaucoup la philosophie de Nietzsche, de Schopenhauer. Donc j'essaie D'accord. vraiment de métisser autant que se peut mes lectures. Et voilà, rien ne vaut un très bon roman pour s'évader. Hein, ça
Oui, Ça, c'est ouais, important. important pour ton équilibre aussi, ta charge mentale, et pas toujours être, tu sais, pas toujours être tout le temps dans les livres de business, d'entrepreneuriat et tout ça. Ouais. Est-ce que depuis quelques mois, oui, même 1 ou 2 ans, il y a une grosse pratique qui est en train de grossir, c'est le podcast. Que moi je trouve super parce qu'évidemment j'en fais un, donc c'est que je trouve ça super, mais parce qu'en fait moi qui suis entrepreneur, en fait le temps, on court tous après. Et l'avantage du podcast, c'est quand même que voilà, tu peux avoir dans tes oreilles n'importe quoi, même des livres. Moi, je fais beaucoup de livres audio en fait. Pourquoi? Parce que c'est la capacité à pouvoir voilà, écouter, apprendre des choses, etc., sans être fixé derrière un écran ou un truc. Est-ce que toi, tu en fais? Tu écoutes aussi des podcasts, apprends des choses comme Alors, ça? j'anime pas un podcast, mais j'écoute des podcasts. J'aime notamment beaucoup Génération Do It Yourself. Mathieu Stéphanie, Exactement. c'est le patron du podcast français, hein, c'est incontournable. Ouais, mais autrement, et je suis quand même assez souvent, enfin assez souvent, je suis quand même invité à des podcasts. Du coup, je refuse rarement, voire jamais une invitation. Écoute, bah voilà, on te remercie parce que c'est grâce à ça que tu es là. Bon, bah écoute, Jean, c'était vraiment intéressant de voir je dirais, dynamique dans laquelle tu es passé et puis qui est relativement iconoclaste, en tout cas tu vois, de mon point de vue, parce que je le rappelle, un parcours extrêmement académique avec voilà du top diplôme HEC, etc., du salariat avec de la boîte de conseil, du McKinsey, donc vraiment des trucs, hein, et puis d'un coup, pam, hop, la bascule sur hop, limite l'opposé, le freelancing, un super concept de collectif, ça s'appelle collective avec un et donc collective.work. Et donc super concept de à la fois, je le rappelle, un SaaS et une place de marché pour cet univers je dirais l'emploi ou en tout cas la création de valeur du travail de demain, nouvelle manière de travailler. Donc ça, c'est merci Jean d'avoir cette idée. On te souhaite plein de chance, plein de courage et de succès dans cette aventure qui ne fait que commencer parce que tu nous as dit hein, que tu voulais aller partout dans le monde, et y compris les États-Unis, qui sont un gros marché et qui va être un sacré challenge pour toi. Merci beaucoup, Patrick. Merci Jean, merci, à très bientôt et on se fera un update et comme ça tu nous raconteras la suite des aventures. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.